Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Du côté du Bitcoin, une météo toujours très maussade, avec un temps toujours aussi orageux, dans l'extrême peur avec une petite température de 20. Du côté marché US, une météo plus calme mais un temps plutôt maussade, avec une température de 45. Ben oui, autant dire qu'on se fait toujours autant chier sur les marchés. Du coup, si t'as envie qu'on se fasse chier ensemble, bah écoute, n'hésite pas à passer demain dans le live à 22h sur Twitch, pour qu'on puisse tirer au sort les 12 derniers NFT qui n'ont pas encore été tirés au sort. Alors n'oublie pas de laisser un petit commentaire sous les apps de cette semaine et aussi sous les apps de la semaine dernière. Installez-vous confortablement. Le Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. L'argent ne vous appartient pas, il appartient à une banque. Donc tu parles de cette première liberté qui est l'autorité sur son argent. Et puis on parle d'une deuxième liberté qui est la possibilité de faire fructifier son argent et de ne pas le voir fondre comme neige au soleil sur un compte en banque aujourd'hui avec 6, 7, 8% d'inflation. Ça veut dire qu'au bout de quelques années, vous avez perdu 30% de votre capital. Oui. Donc c'est une double liberté financière. Et d'ailleurs, le problème avec cette perte de capital dont tu parles à l'instant, c'est l'impression monétaire exagérée qu'on a vécue, tandis que la proposition de valeur de Bitcoin et de certaines crypto-monnaies, c'est vraiment d'avoir un maximum. La proposition de valeur de 21 millions, une fois qu'on a compris ce que c'est l'hyperinflation, elle est vraiment irrésistible. C'est pour ça on commence le document avec Bitcoin. Alors parce qu'il faut commencer toujours par Bitcoin, parce que c'est la première blockchain. C'est la première vraie crypto-monnaie et c'est la seule, je dirais, monnaie réserve de valeur. Ce sera la seule qui sera capable de remplacer l'or, ou en tout cas de concurrencer l'or. J'ai pu le voir par exemple il y a quelques années quand j'allais voir des parlementaires sur le sujet des cryptos. En règle générale, moi j'arrivais pour dire on n'a pas besoin de grand chose, on a besoin juste d'une communication positive. En fait, on a besoin qu'il y ait un représentant de l'État qui fasse l'aller-retour à Vierzon, qui aille sur le site de Ledger et qui dise les cryptos ça peut être cool, regardez ça crée de l'emploi et donc on aime bien ça. Et hop, il rentre, ça a coûté un aller-retour à Vierzon, je demande pas d'argent public. Mais en règle générale, pour les politiques de base, sans mépris là-dedans, c'est beaucoup plus facile d'avoir un bouton rouge et de dire où est-ce que je balance de la subvention. Et donc souvent j'ai été confronté à ça bah voilà, moi je voudrais bien qu'il se passe ça et on me répondait ouais mais ok mais t'as besoin de combien, je mets combien d'argent, et moi j'étais là mais je ne veux pas de ton argent en fait. À l'heure actuelle, si tu balances de l'argent public là-dedans, il va partir chez des spécialistes de la ponction de fonds publics qui font 3 dossiers par semaine, il va partir chez des arnaqueurs, il va partir chez tout le monde sauf ceux que tu veux soutenir. Donc ne fais pas ça, l'écosystème n'est pas assez structuré, il ne faut pas d'argent qui balance dans tous les sens, l'État n'a pas la capacité d'analyser les dossiers de est-ce qu'une ICO de je sais pas quoi c'est bien ou pas, donc ne foutez pas les pieds dedans. Par contre, on veut du soutien sur d'autres sujets, notamment de communication. Maintenant, il y a une différence entre appuyer sur un bouton et balancer de la subvention et dire nous le reconnaissons comme un secteur de l'économie et donc il sera inclus dans des dispositifs existants. Typiquement, le fait qu'une boîte qui lance un produit crypto puisse aller profiter du crédit impôt recherche, du statut jeune entreprise innovante, aller demander un dossier à la BPI pour doubler une levée de fonds, c'est parfaitement normal et c'est déjà le cas. C'est-à-dire si voilà, si je rentre dans le détail, l'État balance déjà aujourd'hui des fonds dans les NFT et ça ne choque personne parce que c'est juste que personne n'en parle et c'est normal. C'est la BPI, c'est le rôle de la BPI d'aller soutenir l'écosystème, mais pas que crypto. Je rappelle que on balance dans des dossiers à la con, typiquement, on va mettre une éolienne en mer, on la fout en mer, on s'aperçoit que les algues font pas tourner les pales, flûte, on a perdu de l'argent public. Mais on s'en fout. Le principe de l'innovation, c'est d'accepter qu'il y a du risque. Donc on va perdre de l'argent. Maintenant, c'est vrai que d'un point de vue démagogique, on peut très bien dire, l'argent qui va là, il va pas à l'hôpital. Ouais, d'accord, mais ça, c'est toujours le même sujet, c'est-à-dire que, du coup, on arrête tout tant que l'hôpital fonctionne pas à 100%. Parce que pourquoi est-ce que je remplacerais le lampadaire dans ma rue en bas alors qu'à l'hôpital, ils ont pas d'argent? Bah oui. Non, mais si on continue comme ça, on fait plus rien. Donc il y a besoin d'avoir des budgets évidemment et de suivre des pistes en parallèle. C'est un peu le même genre d'argument démagogique où à chaque fois qu'il y a une question sociétale type mariage pour tous, je sais pas quoi, toujours l'argument qui revient c'est oui mais on a d'autres priorités. Non, en fait, il y a des sujets qui avancent en parallèle. Ça n'empêche pas de traiter un sujet, d'en faire un autre. Mais c'est vrai que sur le fond, si l'argument est de dire je vais balancer de la subvention à des gens qui font des singes en NFT, on va pas dire que je suis un énorme fan de ça, mais inclure la crypto dans les dispositifs existants, oui, ça je suis très favorable. Pendant ce temps, on a la néobanque N26 qui continue d'élargir ses services en lien avec les cryptos.
À savoir que jusque-là, la célèbre néobanque permettait l'achat de crypto sur son application, mais le retrait hors de l'application reste pour le moment impossible. Et en juillet dernier, ils déclaraient qu'ils allaient prochainement mettre en place un service de trading crypto grâce à un partenaire encore inconnu jusque-là. Mais aujourd'hui, on apprend que ce fameux partenaire est la plateforme crypto Bitpanda, et donc très prochainement, les clients espagnols, italiens, suédois, autrichiens et français verront apparaître un onglet trading qui leur permettra d'échanger, vendre et acheter plus de 100 tokens. Mais comme certains pays comme l'Allemagne, il faudra encore patienter le temps que la néobanque obtienne les autorisations nécessaires. Pour se lancer, si on a bien fait nos recherches, il suffit juste d'acheter ce boîtier que vous avez déjà vu plusieurs fois du coup à l'écran que je mettrai à côté de vous. Ça m'a coûté 18 $, 18 €, un truc comme ça. 18 € limité. Voilà. Alors sachant que là, la version que vous voyez et qu'on va utiliser, c'est une version qui n'a pas de caisse, qui n'a pas de batterie, qui n'a pas de caméra. C'est la version de base, mais c'est très bien parce qu'elle arrive directement tout assemblée. Donc il y a déjà l'écran qui est soudé, le clavier, tout ce qu'il faut. Et du coup, comme on n'a pas pensé à prendre de batterie, on va être obligé de le garder branché. Mais bon, il donne les specs de la batterie sur le repo GitHub. Ok. De la même façon, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que donc ça coûte 18 €, mais vous pouvez dépenser 300 € si vous voulez. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a le software qu'on va utiliser, en fait, peut être mis dans différentes machines. Et donc, sur AliExpress, vous pouvez acheter potentiellement une machine qui aura une imprimante laser intégrée pour faire un ticket de caisse, qui va avoir une batterie, qui va avoir, exactement, donc là, vous le voyez à l'écran à droite de nous, qui va avoir un écran, finalement, c'est du Android, dernière génération. Il y a des backups, il y a un lecteur laser, comme on peut le voir ici, là où je l'entoure. Ça coûte 300 € de mémoire ou 250, quelque chose comme ça. Tu l'as ici également. Et voilà. Donc, si jamais vous voulez vraiment avoir un prototype extrêmement pro, ça, c'est une très bonne solution pour le présenter à des clients si vous savez que ces gens vraiment veulent accepter des bitcoins en mode semi-hardcore. Nous, on va utiliser 18 € parce que… Ouais, pour tester, pour le fun. Puisque ça marche. Et sur ce genre d'appareil, c'est pas le même programme non plus. C'est vrai ? Ça peut utiliser le même principe, mais c'est pas le même programme. Pas exactement le même ? Bah là, en fait, c'est plutôt un Android, alors que là, c'est un board de SP32, donc on va mettre du code directement dedans. Okay. C'est pas exactement la même chose. Moi, j'avais vu du coup une démo à la journée BTCP Server de ce type d'appareil où la personne, via son instance BTCP, a créé un invoice, on l'a payé et automatiquement, il y a eu du coup le ticket de caisse Bitcoin Lightning qui est sorti. Voilà, et c'était fluide, beau, facile. Tu avais les taux de change, tu avais l'adresse de réception, confirmation d'invoice un peu plus bas. Enfin, c'est assez ouf qu'on ait déjà ça dans le système, quoi. Le 30 septembre dernier, les salariés et partenaires du Crédit Suisse ont pris connaissance d'un mémo rédigé par le nouveau patron du groupe financier et qui en substance leur disait ceci. Je sais qu'il est dur de rester concentré avec toutes les histoires que vous lisez dans les médias, étant donné les nombreuses inexactitudes qu'on y trouve. J'espère que vous ne confondez pas la performance quotidienne du cours de l'action avec la solide base de fonds propres et de liquidité de la banque. Nous sommes en train de remodeler le Crédit Suisse pour lui offrir un avenir durable à long terme avec un gros potentiel de création de valeur. Compte tenu de l'importance de nos activités et de l'accent mis depuis longtemps sur le service rendu à certains des entrepreneurs les plus prospères du monde, je suis convaincu que nous avons tout ce qu'il faut pour réussir. Pas de chance, ce texte enthousiaste censé regonfler le moral des troupes après des rumeurs de dépôt de bilan et donner confiance en un avenir durable à long terme a produit l'exact effet contraire. À l'ouverture des marchés le lundi suivant, le titre du Crédit Suisse a dévissé de plus de 11% en une seule journée, alors que son cours était déjà résolument baissier depuis la crise de 2008. Ulrich Koerner, le nouveau président, a finalement semé une belle panique. Beau travail. En France, à moins de suivre les actualités financières, peu de gens le savent ou s'en préoccupent, mais le Crédit Suisse serait au bord de la faillite. On parle même d'un nouveau Lehman Brothers. Cette énorme machine qui emploie plus de 50 000 salariés et réalise plus de 22 milliards de francs suisses de PNB l'année dernière, soit près de 23 milliards d'euros, est en état d'alerte maximale et à la recherche de quelques milliards de plus pour s'en sortir. Face à elle, la chute des marchés qui fait aussi plonger d'autres géants de la finance comme la Deutsche Bank ou la Société Générale et dont la capitalisation boursière n'a jamais cessé de s'éroder depuis 2008. Les difficultés qui frappent ces institutions déjà malmenées par l'actualité et la récession européenne font peur. Il ne manquerait plus qu'une faillite bancaire pour déclencher une réaction en chaîne qui plongerait le monde de la finance dans un chaos inédit, pire qu'en 1929.
Dans cette vidéo, je vous propose de faire un saut chez nos voisins suisses, histoire de voir pourquoi ces rumeurs circulent, de vérifier si elles sont fondées, et si elles le sont, alors nous verrons avec quelles conséquences et s'il existe des solutions pour se préparer. Car oui, vu le contexte particulier de 2022, ça pourrait bien être pire que pendant la Grande Dépression des années 30. La troisième façon dont nous pensons que le CBDC peut améliorer l'inclusion énergétique, c'est grâce à ce que nous appelons la programmabilité. Le CBDC peut permettre aux agences gouvernementales et aux acteurs du secteur privé de programmer et de créer des contrats intelligents. Pour permettre des fonctions de politique ciblées, par exemple les prestations sociales, par exemple les coupons de consommation, par exemple les coupons alimentaires, grâce au CBDC programmé, cet argent peut être ciblé avec précision pour qu'un type de personne seulement puisse les détenir et pour un type seulement d'utilisation. Par exemple, cet argent peut être seulement pour la nourriture. Ainsi, cette programmabilité potentielle peut aider les agences gouvernementales à cibler précisément leur soutien aux personnes qui en ont besoin. Ainsi, cela peut également améliorer l'inclusion énergétique. Bien sûr, je veux terminer par une mise en garde, parce que le CBDC n'est pas la panacée. Le CBDC ne peut pas résoudre tous les défis de l'inclusion financière. Certains aspects de l'inclusion financière ne sont pas liés à la technologie. Par exemple, l'éducation financière et l'éducation numérique. Le CBDC doit donc travailler avec d'autres politiques pour essayer d'améliorer l'inclusion financière. Je m'arrête ici. On vient d'entendre les propos de Bo Li, numéro 2 du FMI. Et moi, mon sentiment est le suivant. Alors, si on regarde d'abord les politiques monétaires, aussi bien la BCE que la Fed vont continuer à durcir leur politique monétaire. Quand François Villeroy de Galhau parle d'un taux neutre de 2% sur la BCE, moi je pense qu'on est en delà de ce qu'on devrait avoir. Mais je pense que vraiment, en prochaine réunion de la BCE, on devrait avoir 75 points de base. Et on devrait très vite, en début d'année prochaine, à 2,5%. Pourquoi ce commentaire sur la BCE? C'est parce qu'on croyait que finalement l'inflation était liée au choc pétrolier. Or, on s'aperçoit que dans les services, c'est inflationniste. Donc on a une inflation par la demande dans les services, ce qui veut dire qu'on se rend compte très bien que l'inflation est un phénomène de société qui risque de durer. Et donc avec une inflation entre 8 et 10% en Europe, il est impossible de croire que les taux vont rester entre 2 et 2,5% longtemps, et il est impossible de croire que l'inflation va baisser très fortement. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a en news? On a déjà cette révision, j'en ai déjà parlé, du PIB américain qui sortira jeudi, et on a également le PCE et Core PCE, donc qui sont des indices d'inflation également, qui sortiront pour le mois de septembre, et qui sont très regardés par la Fed. Donc du coup, je pense que le marché réagira à ces indices également, un petit peu comme il avait réagi au CPI. Peut-être moins fort, puisqu'on a l'info ici, finalement, elle est déjà plus ou moins sortie. Voilà, que on était sur un CPI global qui restait baissier, mais un core CPI qui était à l'augmentation. Néanmoins, vous avez vu qu'on a fait vraiment pile poil ce que disait le consensus, ou plus ou moins à 0,1% près. Donc du coup, finalement, le marché a pris ça comme une non-news, et c'était déjà dans les prix, un petit peu comme ce qu'on avait dit dans la vidéo post-CPI. On va directement passer au dollar. Alors le dollar, on s'était laissé la dernière fois sur un rejet de la zone qu'on avait mis, donc la zone de rechargement de short. C'est ce qu'on veut, bien entendu. Si on veut que les cryptos montent, il faut que le dollar trouve un top au bout d'un moment, parce qu'il ne fait que monter depuis plus d'un an, bientôt 1 an et demi. Et pour trouver un top, il faut qu'il inverse sa tendance. Donc là, on est en tendance haussière, des hauts toujours plus hauts, des bas toujours plus hauts, et on veut inverser cette tendance. Donc avoir des hauts plus bas et des bas plus bas. Pour ça, on avait vu qu'il nous fallait une correction. Ensuite, qu'il trouve un support, pourquoi pas, on avait dit sur cette zone-là, donc c'est là où il a parfaitement rebondi. Ensuite, on avait dit qu'il fallait un rebond, un rejet potentiellement dans la zone de rechargement de short, donc c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, la suite, ce qu'on veut, c'est qu'ils viennent du coup recasser le plus bas et instaurer du coup un plus bas. Donc on aurait un plus haut, plus bas, un plus bas, plus bas, hop, on inverse la tendance haussière. Par la suite, on veut également qu'ils cassent la petite trendline qui tient depuis le mois de février. Et voilà, là, on serait quasiment assuré qu'on ait une grosse correction
sur le dollar. Alors ça ne veut pas dire qu'il va cracher et que c'est fini, il va reprendre une tendance baissière long terme, mais au moins on aurait une correction moyen terme, ce qui serait déjà pas mal pour laisser respirer les cryptos, et on aurait peut-être droit du coup à un au moins gros rebond. Voilà. Et cette correction moyen terme sera peut-être le début d'une correction long terme, mais ça, on ne peut pas le savoir trop à l'avance. Quoi qu'il en soit, on avait eu le rejet de notre zone de rechargement de short, on a trouvé un petit support, on a rebondi, on s'est fait rejeter une nouvelle fois du bas de la zone de rechargement de short, puis on est revenu tester une nouvelle fois le haut de la zone de rechargement de short avec une petite mèche, et aujourd'hui, nouveau rejet. Donc bon, ça c'est plutôt bon signe pour le moment. Au niveau des indices de volatilité, le VIX et le MOVE, pour l'instant il se passe rien. Est-ce que le VIX va vraiment péter cette trendline et aller chercher en bas ici? C'est une SP500 qui remonte peut-être là, c'est peut-être un Bitcoin qui remonte aussi. On verra bien, pour l'instant ça se fait prier, on attend. Le suspense est à son comble. Donc on est vraiment dans un marché sur lequel, au niveau des cryptoactifs, on est dans une forme de consolidation. Voilà, c'est clair, c'est certain, ça se voit au niveau des volumes quand on regarde la totalité du total index. On est sur quelque chose qui nous montre que, voilà, c'est pas un marché qui là actuellement attire beaucoup d'investisseurs, c'est sûr et certain, mais ça sous-entend aussi que ceux qui sont présents sont ceux qui restent. Donc on est plutôt, je vous avais posé la question notamment dans une des quotidiennes, quel était votre état d'esprit par rapport à la psychologie de marché actuelle? Moi, si je devais donner ma réponse, donc j'ai eu toutes vos réponses dessus, vous êtes tous soit sur la notion de la capitulation qui n'est pas encore faite ou qui a été faite, mais vous attendez encore une deuxième capitulation. Moi, j'ai tendance à penser que, vu ce qui s'est passé, si on prend un petit peu de recul ici, quand on regarde réellement ce qui s'est passé là, clairement, pour moi, ça c'est une capitulation. Ça c'est une capitulation. Pour moi, ici, on était dans le déni. Là, on a la capitulation magique. Là, on est dans une phase de dépression. Pourquoi? Parce que la phase de dépression, c'est quoi? C'est une phase sur laquelle il y a une diminution des volumes, il y a une diminution de l'intérêt général. En mensuel, on voit aussi des choses très intéressantes. Est-ce qu'on clôturera, oui ou non, cette bougie rouge à la fin du mois d'octobre? La question reste bien évidemment ouverte. Ça, c'était super important. Et d'ailleurs, quand vous voyez ce type de choses, on attendra quoi? On a un high avec un low, avec un high, avec un low, avec un high et potentiellement avec un low ou avec un low plus haut que le précédent pour retourner cette tendance et ces dynamiques tendancielles de fond long terme par une dynamique haussière. C'est exactement ce qui s'était passé ici. Le low, il est ici, le high est ici, donc on attendrait potentiellement un high plus bas que le précédent. Faux, on a fait un low plus haut que le précédent. Je suis actuellement mensuel. Les W mensuels ou trimestriels sont relativement puissants. Début du bull market. Voilà, ça vous permet un petit peu de prendre du recul. Et la première information du jour est la suivante. Ça y est les amis, on sait enfin ce que c'est un NFT aux États-Unis. En effet, le fisc aux USA a tranché. Les NFT sont de simples actifs numériques. Je vous rappelle que jusqu'à encore très récemment, les NFT étaient considérés en fait comme des crypto-monnaies, comme genre une réserve de valeur, une unité de compte ou un moyen d'échange. Maintenant, ça a changé du coup, donc ce sont des actifs numériques. Qu'est-ce que ça change concrètement? Et bah du coup, c'est pas de l'art. Donc du coup, forcément, les artistes sont déçus parce qu'ils sortent de la catégorie art au niveau NFT, mais tous les autres sont contents puisque en effet, au niveau fiscal, la taxation passe de 28% à soit 0, soit 10, soit 15% suivant les revenus du vendeur du NFT. Qui n'a jamais rêvé d'esquiver les frais de notaire lors de l'acquisition d'un bien immobilier? On dirait bien que c'est un mythe qui s'est réalisé aux États-Unis avec une maison acquise via l'achat d'un NFT. Et oui, dans l'état de Caroline du Sud, l'entreprise Roofstock a réussi la vente d'une maison sous forme de NFT pour un prix de 175 000 $. Ça fait quelques ETH quand même, hein. Le NFT est en fait l'acte de propriété du bien, donc son acquisiteur devient le nouveau propriétaire légal de la maison. Pour exécuter cette vente de manière tout à fait légale, Roofstock a dû créer une société à responsabilité limitée afin d'acquérir le bien et ensuite le tokeniser l'acte de propriété sous forme de NFT. L'objectif de cela est de réduire le temps d'acquisition d'un bien immobilier. Et en effet, à peine quelques minutes pour valider une transaction contre un mois normalement, c'est ce qu'on appelle réduire, ouais. Ici, quelqu'un de Star Atlas qui a partagé une image du showroom splendide. Ça, c'est le métaverse qui est sorti, le showroom de Star Atlas. Mais vraiment, c'est son Unreal Engine 5, c'est magnifique. J'ai un accès aussi avec une clé privée que tu peux choper tout ça. J'ai même pas lancé le showroom, ça fait une bonne semaine qu'il est lancé, j'ai même pas eu le temps. Je vais essayer de trouver le temps, ça serait marrant de le faire en live ensemble. C'est-à-dire chacun un métaverse, chaque compte a son métaverse associé et tu peux voir tes propres vaisseaux que tu as achetés. Donc ça serait marrant que pendant un live, on s'y connecte ensemble et je vous montre mes vaisseaux, tout
ça, je vous montre tout le métaverse. En tout cas, tu peux voir que c'est splendide. C'est splendide. Là où certains disaient, ouais, Star Atlas, un scam. Mais regarde-moi, c'est splendide, c'est splendide. Ah là là, j'ai pas les mots pour dire tellement que c'est beau. Bon. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.